Alors passons maintenant donc aux résultats d'essais que nous avons mis en place dans le cadre du CPP, donc 3 essais. On va les parcourir relativement rapidement pour exposer un petit peu ce qui s'est passé. Premier essai, un essai qu'on a réalisé en 3 années, et pas en 2, en 3 années, depuis 2018, sur les plants coupés. Alors bref rappel de ce que sont les plants coupés, vous le savez, hein, c'est le principe de prendre un tubercule qui est un peu trop gros pour rentrer dans la machine ou bien qui est vraiment trop gros et qu'on aimerait, qu'on a possibilité de couper en deux. Eh bien, on va le faire. À l'époque, c'était mamie qui faisait ça sur sa chaise dans la ferme, je suppose, avec un couteau à l'ancienne. Ça fonctionnait bien, mais maintenant, on est de plus en plus mécanisé, ce qui permet de gérer mieux les contraintes, notamment les contraintes contraintes sanitaires, puisqu'il ne faut pas oublier que la coupe d'un plant, c'est ouvrir le plant, le blesser, et donc porte ouverte aux attaques de bactéries, champignons, etc. Donc, il y a toute une méthode, une marche à suivre lorsqu'on pratique la coupe des plants. On ne s'y attardera pas aujourd'hui, mais voilà, c'était juste pour introduire le sujet. Alors, quelle était l'idée justement de cet essai mis en place depuis 2018? Eh bien, c'était de voir si la coupe du plant a un impact ou pas sur les rendements de la culture. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est négatif? On va voir un petit peu ce qu'on a eu comme résultat à ce niveau-là. En termes de protocole d'essai, voilà comment on a travaillé. On a travaillé sur 3 types de calibres de plants. Et là, j'attire votre attention sur le fait que dans les résultats que j'exposerai, je parlerai à la fois de calibre de plants utilisés, les 3 que je vais vous présenter, et de calibre de tubercules récoltés. Donc, je vais essayer d'être bien clair là-dessus, mais faites bien attention à ça. Donc, on a travaillé sur des calibres 28-35 mm, des 45-50 coupés et des 45-50 entiers. Et on a repris ces mêmes calibres que l'on a traités contre le rhizoctone. Donc, on avait les 3 mêmes calibres en traité et non traité, pour voir si le traitement contre le rhizoctone avait un effet aussi bénéfique sur le plan coupé ou pas. Alors voilà comment ça se passe la mise en place d'essais correctement. Eh bien, ce sont donc des micro-parcelles qu'on installe dans le champ. On fait 4 répétitions de chacune des 4 répétitions de chacune des modalités, permettant d'avoir des données statistiquement exploitables par la suite pour tirer des chiffres et donc en tirer des bonnes conclusions. Alors, les analyses réalisées après récolte sont le calibrage, le rendement, le poids sous eau, les vitreuses et les indices de brunissement, c'est-à-dire tous les critères importants lorsque vous allez revendre vos pommes de terre à des firmes de transformation. Passons directement aux résultats. Alors, les résultats d'essai, on va d'abord parler des nombres de tubercules obtenus par calibre de plant planté. Alors, en 2018, on observe quoi? On observe qu'il y a une différence significative dans les tubercules récoltés, je dis bien tubercules récoltés en fin de saison, de 35-50 mm. On voit que les plants de 45-50 mm traités ou non traités ont produit significativement plus de tubercules en nombre dans les calibres récoltés de 35-50 mm. Pour les autres types de calibres, donc les plus de 50 mm, c'est-à-dire les gros tubercules récoltés, et les plus de 35, donc tout calibre confondu, pas de différence significative. Par contre, en 2019, on a des différences significatives dans tout, où on remarque que, de nouveau, l'incriminé en question serait plutôt le gros plan, 45-50 non coupé, qui semblerait produire toujours plus de, on va les qualifier comme ça, petits tubercules à la récolte, comparé à une moindre production en nombre de tubercules de plus de 50 mm, comparé aux autres modalités. En 2020, de nouveau, ce sont les 45-50 mm qui sont mis à l'honneur dans la production de tubercules de 35-50 mm à la récolte, en nombre toujours, hein. Donc, petit récapitulatif pour éclaircir un peu ces graphiques. En 2018, les plus gros plants produisent plus de tubercules de plus petit calibre, entre guillemets. En 2019, de nouveau, ici, on a les plus gros plants, mais principalement, celui qui s'est démarqué, c'est celui traité à l'antirhizoctone. Et on a pu observer aussi que planter des tubercules de gros calibre, planter des plants, pardon, de calibre plus gros coupés, ainsi que des calibres plus petits, donc des 28-35, et aussi pour une seule année, des gros calibres de plants, produit plus de tubercules en nombre de plus grands calibres, donc à la récolte de plus de 50 mm. Répercussion du plus grand nombre de calibres en 35-50 mm à la récolte sur le calibre total pour l'année 2019. En 2020, on a de nouveau l'impact de la grosseur, de la taille des plants utilisés qui ont produit plus de 35-50 mm à la récolte. Alors essayons de faire le rapprochement avec les rendements. On voit qu'en 2018, pas de différence significative dans les rendements. Par contre, en 2019 et 2020, on en observe. Alors en 2019, on voit que de nouveau, on a plus de rendement dans les plants, les calibres de plants
45-50 non coupés traités qui produisent plus de rendement dans les calibres récoltés de 35-50 mm. Comparé à nos plants 45-50 mm qui ont été coupés et les 28-35 qui, eux, produisent plus de rendement dans les calibres supérieurs, donc de plus de 50 mm. En 2020, on observe que ce sont les calibres 45-50 de nouveau entiers qui produisent plus de rendement en 35-50 récoltés. Petit récapitulatif donc, on observe une similarité entre les rendements et les nombres de tubercules obtenus pour les différents calibres à la récolte. Donc apparemment, planter des plus gros calibres permet d'avoir plus de rendement et plus de nombre de calibres de 35-50 mm à la récolte. En termes de tubercules flottants, on voit qu'en 2018 et 2019, pas de différence significative. On observe cependant quelques chiffres, mais on est dans des pourcentages de tubercules flottants relativement faibles. On est à des moins de 1%, sauf une fois, on a eu une répétition d'un des résultats qui a fait un peu plus d'1%, mais pas de différence significative. 2020, par contre, un seul, mais année vraiment particulière, puisque très chaude et très sèche, apparemment, les plants de calibre 45-50 mm plantés ont produit plus de tubercules flottants par rapport aux autres. Donc voilà, pas de significatif en 2018, 2019, 2020, uniquement les gros plants. En termes de poids sous eau obtenus, 2018 et 2020, pas de différence significative entre les différents traitements, donc les différents types de calibres utilisés en plants. Par contre, en 2019, on observe que utiliser des plants plus petits, donc des 28-35 traités, produirait des poids sous eau plus élevés que la plantation de calibres plus gros en termes de plants, donc des 45-50 mm non coupés. Voilà. Par contre, quand on regarde ici les chiffres, le graphique a l'air assez saccadé, mais on regarde les chiffres, on est toujours dans des valeurs qui sont tout à fait acceptables pour la fontane, variété fontane que l'on a utilisée pour l'essai. Petit récapitulatif donc, une seule année avec de la significativité, c'est-à-dire planter des gros plants semble produire des poids sous eau un peu moins élevés comparé à des petits plants qui augmentent un peu le poids sous eau. Une seule des 3 années donc, on pourrait se dire qu'on n'en tient pas réellement compte. Alors, à l'arrivée à la conclusion, on va un petit peu remettre tout ça dans un bon sac. On voit qu'en termes de TAR, tubercules flottants, indice de brunissement, etc., tout a été nickel. Les indices de brunissement n'ont pas été cités, mais ils étaient tous nickel et aucune différence significative mise en évidence. Donc, on peut retenir qu'en fait, couper des plants ou ne pas couper des plants n'impacte absolument pas tout ce qui est TAR, tubercules flottants, etc. Donc, pas de problème avec ça. En termes de poids sous eau, de nouveau, planter des gros plants, poids sous eau plus petits, planter des petits plants, poids sous eau plus grands. Sur une seule année, donc on va mettre ça entre parenthèses. Par contre, en termes de rendement, si on compare les rendements avec les nombres nets de tubercules observés, ils ont tous été remis ici à niveau, on observe quoi? Que le fait de planter des plants de calibre 45-50 mm en entier qui ont été traités sur plusieurs années ont montré significativement une plus grande production en termes de rendement au niveau des calibres de tubercules récoltés de 35-50 mm et de plus grand nombre, logiquement vous allez dire, de plus grand nombre de tubercules en 35-50 mm récoltés. Par contre, sur les 3 années de nouveau, on a une significativité tout de même de se dire que planter des plus petits calibres ou couper des gros calibres permettrait d'obtenir plus de rendement et plus de tubercules en calibre plus gros de plus de 50 mm. Voilà donc pour cet essai qui était un petit peu complexe à expliquer, mais on y est arrivé. Alors merci pour votre attention, mais ne me quittez toujours pas. On va continuer dans nos belles explications. En passant maintenant à un autre essai qui lui s'est passé sur une année, l'année 2020, donc l'année dernière, un essai qu'on a testé sur le fractionnement Funur-Fontane, fractionnement azoté. Alors en guise d'introduction, on va reparler un tout petit peu de l'azote. Vous savez que c'est un élément qui est très facilement lessivable, surtout dans certains types de sols assez drainants. Et si on doit appliquer beaucoup d'azote selon le conseil suite à une analyse de sol, si on en applique beaucoup d'un coup, on va observer qu'il y a un lexivage par lixiviation de votre azote qui va se retrouver dans les nappes phréatiques. Chose qui n'est pas intéressante du tout, puisque c'est de l'argent gaspillé, du temps, et puis environnementalement, c'est pas terrible. Donc cet azote qu'on appelle azote potentiellement lessivable, comment peut-on lutter sur justement sa lessivabilité? Eh bien, une technique serait de fractionner les apports, en apportant petit à petit le temps que la plante puisse l'absorber et qu'une grosse partie ne s'en aille pas justement.
Alors, dans le cadre justement de cette expérimentation pour le CPP, eh bien, nous avons testé 3 types de doses. Donc, on a d'abord effectué une analyse de sol, et selon le conseil qui avait été promulgué pour l'application des doses d'azote, on a donc un témoin qui est 100% de la dose conseillée suite à l'analyse. On a aussi testé de réduire la dose à 60% par rapport à cette dose de 100% conseillée, et on a augmenté la dose à 140% de la dose 100% conseillée. Chacune de ces 3 doses, donc une sous-dose, une dose normale et une surdose, ont été appliquées soit en 1 fois, soit en 2 fois, donc fractionnement 2 fois, ou bien fractionnement en 3 fois. Et l'idée, c'était justement de voir si le fractionnement avait un effet ou pas sur la rentabilité de la culture, le rendement de la culture plutôt. Alors, en nombre de tubercules observés, je vais quand même faire une parenthèse pour rappeler que cette année-ci était très particulière, et vous le verrez dans la conclusion, au niveau sécheresse et chaleur qu'on a subi. En termes de nombre net de tubercules récoltés, pas de différence significative. On observe simplement une tendance de la part du témoin, à 100% à avoir montré une plus grande production de tubercules tout confondus à ce niveau-là. Mais ça ne reste qu'une constatation, une observation, une tendance, et non pas quelque chose de significatif. En termes de rendement net, on a un graphique qui se suit par rapport à celui précédent, où on voit que le témoin, de nouveau, semble avoir produit plus de rendement, tout calibre confondu, mais de nouveau, il n'y a pas de différence significative, il s'agit simplement d'une tendance observée. Une différence significative qu'on a observée par contre dans cet essai est au niveau des poids sous eau. Alors il semblerait que apporter une sous-dose d'azote fractionnée en 2 fois diminuerait le poids sous eau obtenu, comparé uniquement à l'application d'une dose à 100%, selon le conseil, fractionnée en 3 fois, ou comparé à la dose, une surdose à 140%, appliquée en 2 fois. Pour les autres, ici, pas de différence significative avec les autres traitements, étant donné qu'ils sont dans un groupe statistique entre les deux, donc ils sont ni différents des groupes A, ni différents des groupes B. C'est vraiment entre ces 3-là qu'il y a une différence. En termes de tubercules flottants, pas de différence significative observée. On voit que dans le graphique ici, il y a quand même des courbes bleues qui sont un peu grandes, mais quand on regarde les cotations, en termes de pourcentage, on est à moins de 0, pardon, on est vraiment à moins de 1%. Donc on est dans quelque chose de limite dérisoire, donc on ne le tient pas en compte. En indice de brunissement, le fait de mettre plus ou moins d'azote, ou même de le fractionner, ne change absolument rien. On a tous des indices de brunissement qui sont nickel à 2 pour tout le monde. Ici, nous allons parler d'un indice, un indicateur sur lequel on a travaillé, qui est intéressant dans le cadre de l'azote, qui est le NDVI, qui est en fait un indice de végétation qui reflète la vigueur de la plante et la quantité de végétation que l'on va retrouver. Alors, plusieurs choses sont observables. Donc, des différences significatives ont été mises en évidence. La première étant que apporter de l'azote en surdose, donc à 140% d'unité par rapport au conseil, fractionné en 2 fois, permet à la plante d'augmenter son indice de végétation, donc sa vigueur et sa quantité de végétation, par rapport à une sous-dose d'azote, qu'elle soit fractionnée ou non. Vous allez me dire, c'est normal, on le voit sur toutes les plantes en général, si on apporte plus d'azote, elle sera plus verte. Par contre, le fait d'apporter une sous-dose d'azote, donc à 60 unités, à 60%, qui était en fait 60 unités aussi, 60% de la dose conseillée fractionnée en 2 fois, diminue significativement l'indice de végétation des plantes par rapport à un apport d'azote à 100% de la dose conseillée ou à une surdose à 140%, peu importe que ce soit fractionné ou non. Donc là, on voit qu'il y a une différence. On en était plus ou moins conscient, on savait que ça allait arriver, on s'en doutait. Mais ce qui est chouette à observer ici, c'est que si on compare justement ces deux groupes, eh bien, on voit que le fait d'apporter plus d'azote que nécessaire ne change absolument rien à l'indice de végétation dans les conditions de 2020, et qu'il soit fractionné ou non, puisqu'on est toujours avec un point commun dans les groupes statistiques. Alors on en arrive à la conclusion, où là, il y a peut-être une question qui va vous venir à l'esprit, comme elle est venue au mien, de se dire, ok, on voit qu'il y a eu un impact sur la végétation, donc sur l'indice de végétation de la plante, mais on n'a pas vu de différence significative au niveau des rendements. Comment ça se fait ? Alors une explication, après avoir potassé un petit peu dans la bibliographie, il y a déjà des essais qui ont été faits sur les surdoses d'azote, et il s'avère qu'apporter plus d'azote que nécessaire engendre en début de culture un retard de tubérisation, qui en conditions de culture normale, conditions météorologiques, donc une condition météo, on a de la pluie en suffisance, il ne fait pas trop chaud, pas trop sec,
En fin de saison, on observe un rattrapage de ce retard et donc le rendement va être rééquilibré par la suite. Mais ça, c'est pour des cultures qu'on a pu tirer au maximum, donc des cultures plutôt tardives. Dans notre cas, on était dans une année à conditions météorologiques anormales, avec énormément de chaleur et de sécheresse, qui a engendré quoi? Eh bien, un stress physiologique qu'on a vu dès le départ de la culture d'ailleurs, et donc engendré une sénescence avancée ne permettant pas justement ce fameux rattrapage de retard, ce qui fait qu'on n'a pas vu vraiment de différence significative. Et donc malheureusement, dans les conditions de 2020, cet essai, on n'a pas pu conclure sur un réel impact du fractionnement azoté ou non sur la croissance des plantes et leur rendement. Donc voilà pour l'essai Fumur-Fontane. Alors dernier essai avec moi avant de laisser la parole à mes collègues. Parlons un peu des biostimulants. On a mis, donc vous le savez, de plus en plus de biostimulants qui sont proposés sur le marché. Alors un biostimulant, qu'est-ce que c'est pour introduire un peu le sujet? Il s'agit de substances ou de micro-organismes, ou bien même de substances provenant de micro-organismes, qui sont mis en contact des plantes pour les aider à combattre justement et à pouvoir encaisser un petit peu mieux les stress, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, auxquels ils pourraient être confrontés. Donc ça agit comme un stimulateur de défense naturelle de la plante, c'est un petit peu l'actimel de la plante. Voilà pour la petite description de ce qu'est un biostimulant. Alors cet essai donc, a été réalisé toujours dans le cadre du CPP sur 3 années. Et ici, je vais vous présenter un petit peu les différents traitements sans les citer, parce qu'on a dû garder un petit peu l'anonymat des différents produits testés, mais vous allez comprendre pourquoi je vous les présente de la sorte. Donc un témoin non traité n'ayant reçu aucun biostimulant. Un premier traitement qui, lui, a été fait, une première modalité, donc traité avec 2 produits, appliqués à des dates différentes, à 5 et 6 reprises pour chacun des produits. Traitement numéro 2 n'a reçu qu'un seul produit appliqué en 8 fois. Troisième traitement, lui, a reçu un seul produit appliqué en une seule fois. Et le traitement numéro 4, un produit appliqué en 3 fois. Traitement numéro 5, finalement, un produit appliqué en 4 fois. Alors, je vous parle de ça pourquoi? Tout simplement pour vous montrer que d'un biostimulant à l'autre, d'un fabricant à l'autre, soit on l'applique une seule fois, soit on doit l'appliquer beaucoup de fois. Donc, ça change vraiment. C'était pour tester un panel de biostimulants un peu large. Alors, en termes de paramètres étudiés, indicateurs, qu'a-t-on repris? Eh bien, de nouveau, les calibres, rendement, poids sous eau, tubercules flottants et indice de brunissement. Alors, qu'a-t-on observé? Eh bien, en 2018-2019, pas de différence significative. Donc, à nouveau, j'insiste bien sur le fait que depuis 2017, si je ne me trompe pas, on est quand même dans des conditions de culture relativement particulières en termes de sécheresse et de chaleur. Donc ici, pas de différence significative du tout. En 2020, par contre, il semblerait dans les tubercules récoltés de 35-50 mm que l'application des biostimulants 1, les traitements aux biostimulants 1 et 2 ont produit significativement plus de tubercules que le témoin n'ayant reçu aucun traitement biostimulant. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que ces 2 traitements ne se démarquent pas des 3 autres traitements, donc c'est uniquement comparé au témoin. En termes de rendement, pas de différence significative durant ces 3 années, donc ni en 2018, 19 ou 2020, pas de différence observable. En termes de poids sous eau, pas de différence significative non plus, aucune des 3 années. Donc on voit par contre qu'on a eu des poids sous eau tout à fait corrects pour la variété utilisée qui était de nouveau Fontane. En termes de tubercules flottants, pas de différence significative. On en a quelques-uns, mais toujours on est dans des pourcentages relativement faibles, donc insignifiants. Alors pourquoi ça apparaît quand même sur le graphique? Tout simplement parce que dans une ou deux des 4 répétitions, on a eu peut-être 1 ou 2 tubercules flottants. Mais rien de vraiment significatif. En termes d'indice de brunissement, l'application des biostimulants n'améliore pas ou ne diminue pas les indices de brunissement obtenus, ils sont tous à 2, donc vraiment tip top, 20 sur 20 chacun, ils ont eu un bon traitement. Alors en conclusion, comme vous l'avez remarqué, malheureusement, dans les circonstances météorologiques de culture qu'on a rencontrées sur ces 3 années, nous n'avons pas pu mettre de différence significative. J'insiste bien sur les biostimulants que nous avons testés, donc pas vraiment d'impact là-dessus dans des conditions pareilles de sécheresse, etc. Seuls 2 traitements montraient une année, un peu plus de production au calibre 35-50, mais pas de différence entre les objets entre les produits entre eux. Alors je conclurai en disant que malheureusement pas de différence significative et l'idée serait peut-être de la part des fabricants de pouvoir essayer d'adapter un petit peu leurs biostimulants pour permettre d'améliorer justement les rendements en termes d'années sèches, années sèches et chaudes comme on les rencontre de plus en plus, ou bien de prier pour qu'il y ait un peu plus d'eau et un peu moins de chaleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.